Les signaux sont par nature synchrones, alors que dans la majorité des applications que nous développons, nous avons besoin de gérer des opérations asynchrones en réaction aux interactions utilisateurs. Pendant un temps, nous avons cru que les effets permettaient de répondre à ce besoin. Mais à l'est de l'équipe Angular a clarifié que les effets ne sont pas faits pour ce genre d'usage. Avec la version 19 d'Angular, de nouvelles API, à savoir Resource et Eris Resource, sont introduites pour répondre à ce besoin. L'objectif de cette vidéo sera donc de vous amener à la découverte de ces nouvelles API en mettant un accent particulier sur le Eris Resource, et cela à travers la pratique. Comme je le disais dans l'introduction, lorsque nous développons une application, nous avons souvent ce besoin de déclencher des opérations asynchrones en réponse aux interactions de l'utilisateur. Comme exemple, le fait de faire une requête pour récupérer les informations d'un produit donné lorsqu'un utilisateur choisit un produit dans une liste par exemple. Afin de répondre à ce besoin, des nouvelles API, à savoir les Resources et les Eris Resources, ont été introduites dans la version 19 d'Angular. Le but de ces API est de faire le pont entre le monde synchrone des signaux et le monde asynchrone. Ces nouvelles API nous permettent de déclencher des opérations asynchrones à chaque fois que la valeur d'un des signaux dont elles dépendent change. Nous avons ici des extraits de code qui montrent les syntaxes d'utilisation de ces nouvelles API. Une chose importante à noter ici, c'est que Eris Resource est utilisé lorsque nous souhaitons réaliser des opérations asynchrones basées sur les observables en réponse au changement de la valeur d'un signal dépendant. Resource est utilisé lorsque nous souhaitons faire la même chose, mais que nous souhaitons cette fois-ci déclencher des opérations asynchrones qui sont basées sur les promises. Donc si nous prenons notre premier extrait de code ici, qui est basé sur les resources, donc nous avons un product ID, produit, dont l'ID est stocké sous forme d'un signal de chaîne de caractères ici. Donc nous créons ensuite une ressource et nous lui passons certaines options. Donc ici, nous indiquons que la valeur par défaut de cette ressource, lorsque aucune opération n'est déclenchée, cette valeur est nulle. Donc nous avons le default value qui nous permet de préciser cela. Donc nous avons le request qui nous permet d'indiquer le signal dont nous dépendons et dont le changement va entraîner la réalisation des opérations asynchrones. Donc ici, nous indiquons que nous dépendons de ce signal. Donc notre signal dont dépend le Eris Resource dans ce cas, c'est la valeur du produit que nous avons déjà déclaré ici. Ensuite, nous utilisons le loader pour indiquer ce que nous souhaitons faire à chaque fois que cette valeur change. Donc ici, on voit que nous souhaitons faire un appel, nous souhaitons réaliser un appel vers un service pour récupérer les informations du produit en se basant sur son ID. Donc l'autre chose importante à noter ici, c'est qu'il ne faut pas utiliser directement la valeur du signal dépendant lorsque la requête que nous faisons dépend de cela. Donc il faut plutôt utiliser une propriété ou plutôt un paramètre qui nous est passé en paramètre ici, un paramètre qui nous est passé comme argument du loader ici. Donc il s'agit d'une fonction qui prend en paramètre un élément, un élément qui est request dans ce cas, et le request correspond au signal dont nous dépendons ici. Donc c'est la valeur qui est retournée par l'évaluation du request ici, qui nous sera retournée comme valeur de request ici. Donc dans ce cas, nous utilisons la déstructuration pour changer la valeur et le récupérer comme un product ID que nous utilisons ensuite pour effectuer la récupération de la valeur. Donc voilà pour la syntaxe. Et lorsque nous réalisons cela, cela permet de faire le lien entre le monde synchrone des signaux et le monde asynchrone. Donc dans ce cas, des observables, vu que nous réalisons une opération asynchrone pour récupérer des données en fonction du product ID. Donc après cela, la ressource nous retourne certains utilitaires ou certaines propriétés ou méthodes pour nous permettre d'accéder à la valeur, de gérer des erreurs et tout cela sous forme de signaux. Donc si nous nous référons à la seconde syntaxe ici, qui concerne les resources, c'est-à-dire le fait de réaliser des opérations asynchrones en se basant sur un signal dépendant, mais cette fois-ci en réalisant des opérations asynchrones basées sur les promesses. Donc, on voit que la syntaxe est la même. La seule chose qui change ici, c'est qu'au lieu de se baser sur des observables ici, on utilise le fetch qui nous retourne des promesses. Donc, encore une fois, resource, lorsqu'on veut utiliser des promesses, Eris resource, lorsque nous souhaitons utiliser des observables pour réaliser nos opérations asynchrones. Donc après la réalisation de ces différentes requêtes, donc on dispose de certaines propriétés
sur la ressource pour pouvoir accéder aux valeurs, gérer les cas d'erreur, si l'opération est en cours de chargement, etc. Donc, on a plusieurs utilitaires qui nous retournent des valeurs qui sont, comme on peut le voir ici, des signaux qui sont disponibles sur la ressource. Donc, si on se réfère au snippet que nous avons ici, donc l'idée derrière, c'est de dire que on utilise resource ou resource à la fin, la ressource qu'on obtient, on dispose de certaines valeurs dessus qui nous permettent d'accéder à différentes valeurs sous forme de signal ici, qu'on peut utiliser dans l'état de notre application pour afficher des choses sur l'interface, par exemple. Donc, on dispose également d'une méthode reload qui nous permet de refaire la requête que nous avons, la requête asynchrone au besoin. Donc, même si la valeur ne change pas et que nous souhaitons, par exemple, relancer cette requête, on peut la relancer en utilisant juste la méthode reload qui est disponible sur la ressource en question. Nous allons maintenant réaliser une implémentation pour voir à quoi ressemble tout cela dans la pratique. Pour cela, nous allons utiliser notre petite application de gestion de repas. Donc, il s'agit d'une application qui nous permet de gérer des repas avec la possibilité de filtrer la liste, de pouvoir supprimer un élément de la liste, de l'ajouter aux favoris ou de l'enlever et de procéder à l'édition d'un repas de la liste. Donc, notre cas d'utilisation qui va nous permettre de pratiquer l'utilisation des ressources, principalement de RIC Resource, c'est que nous souhaitons implémenter l'édition d'un repas. Donc, l'idée, c'est que lorsque nous arrivons sur la page d'un repas de cette façon, nous souhaitons dans un premier temps récupérer l'ID du repas, l'utiliser pour faire des requêtes et pré-remplir ce formulaire que nous avons ici. Et nous souhaitons également procéder à la gestion des erreurs, c'est-à-dire lorsqu'une erreur se produit lors de la récupération de la valeur, nous souhaitons afficher ce message à l'utilisateur. Et lorsque la donnée est en cours de chargement, nous souhaitons afficher le loading à l'utilisateur. Nous allons voir comment réaliser cela en utilisant le RIS Resource. Donc, si nous nous référons au code et que nous prenons rapidement la route sur laquelle nous nous trouvons, donc on voit ici que le composant se trouvant sur cette route, il s'agit de ce composant. Donc, notre idée ici, c'est de réaliser l'implémentation ici en récupérant les informations qui sont disponibles dans la route, c'est-à-dire l'ID, de l'utiliser pour le stocker cette valeur comme un signal et déclencher la récupération de la valeur à chaque fois que cette valeur change. Et l'autre chose, c'est de pré-remplir le formulaire que nous avons avec l'information que nous aurons récupérée. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, déjà, c'est de récupérer cette valeur et de l'afficher ici. Donc, pour cela, nous souhaitons, dans ce cas particulier, récupérer la valeur comme étant un signal. On aurait pu procéder ici par des observables, c'est-à-dire en injectant dans notre composant ici le activated route, et récupérer le snapshot et après récupérer les informations présentes dans la route en utilisant le snapshot. Mais Angular nous permet de réaliser facilement cela aujourd'hui pour des composants routés en utilisant une configuration particulière. C'est-à-dire qu'on peut configurer notre application de sorte que nous puissions récupérer directement cette valeur d'ID comme un signal et qui sera disponible au niveau de notre composant routé comme étant un input. Donc, c'est une fonctionnalité que j'avais déjà fait une vidéo sur cette fonctionnalité, donc je le mettrai en description de cette vidéo si vous souhaitez creuser un peu sur cela ou que vous ne connaissez pas cette façon de faire. Donc ici, nous allons aller au niveau de la configuration de notre application. Donc nous allons cette fonctionnalité, ce que cette fonctionnalité nous permet de faire, c'est que lorsque nous avons une route qui est comme ça, nous pourrons récupérer la valeur, le route paramètre comme étant un input au niveau du composant routé. Donc, il nous suffit, dans un premier temps, d'aller au niveau de ce composant. Donc, de créer un input avec le même nom. Donc, on voit que nous avons déjà un input. On a déjà un attribut avec cette valeur, cette valeur, c'est-à-dire la valeur correspondant à ce que nous avons défini ici. Donc, il nous suffit de transformer ceci en un input. Donc, on va dire ici que ceci, c'est un input
et que sa valeur initiale, par exemple, c'est nul. Donc, nous allons dire ici que nous récupérons la valeur et que cette valeur, c'est soit une chaîne de caractères, mais que nous l'initialisons à nul, par exemple. Mais vu que, en venant sur la route, l'information sera toujours disponible, l'ID sera toujours disponible, donc on va se dire ici que nous acceptons seulement des chaînes de caractères et que cette valeur, qu'elle est required. Donc, lorsque nous procédons de cette façon, donc cette valeur devient maintenant un signal, comme on peut le voir en le survolant ici. Donc, nous allons dans un premier temps essayer d'afficher juste cette valeur dans le template pour voir si la récupération est bonne. Donc, on voit update dish ID. Donc, il suffit de remplacer ceci par la valeur du signal. Vu que c'est un signal maintenant, il nous faut faire appel au getter pour pouvoir récupérer sa valeur. Donc, lorsque nous faisons ceci, que nous retournons au niveau de l'interface, nous avons une erreur si on regarde dans la console. Donc, on nous dit que cette valeur est requise alors qu'elle n'est pas présente. C'est normal, c'est parce que il nous faut maintenant ajouter une configuration pour indiquer en Angular que nous activons cette fonctionnalité qui permet de récupérer les informations depuis l'ID et de le passer au composant routé. Nous allons retourner au niveau de notre configuration et nous allons activer cela. Donc, il nous suffit d'ajouter ici une configuration qui dit with component input binding comme ça. Donc, lorsque nous faisons ce changement, que nous retournons dans l'application, on voit maintenant que la valeur récupérée est bien affichée ici et que l'erreur disparaît. Donc, si on veut faire le test, donc on peut retourner au niveau de la liste et prendre un élément de la liste. Donc, on prend cet élément par exemple. Donc, on voit que la valeur ici, elle est 8. Et cela correspond bien à l'ID que nous avons ici. Donc, ça, nous venons de faire une partie du travail. C'est juste de récupérer la valeur du repas ou l'ID du repas comme étant un signal. Mais notre seconde contrainte maintenant, c'est d'utiliser cette valeur, faire une requête pour récupérer les informations du produit et pré-remplir le tableau. Donc, ce que nous allons faire dans notre cas, nous allons commencer par créer ce que nous allons appeler un dish resource. Donc, dans mon cas, je vais nommer ça RIS comme ça. Donc, c'est ma façon de nommer les ressources. Donc, dish resource, ça veut dire que je crée une ressource pour pouvoir récupérer les dishes. Donc, ici, je mets RIS resource et je lui passe les configurations. Donc, nous allons nous dire que dans un premier temps, lorsque la requête n'a pas encore été effectuée, que la valeur de notre repas sera nulle. Donc, c'est le default value qui nous permet de préciser cela. Ensuite, nous devons préciser la référence du signal dont nous dépendons. Donc, ici, nous allons préciser que nous dépendons du dish ID, qui est un signal. Donc, ici, c'est la référence que nous donnons au request. Il va falloir préciser également le loader. Donc, c'est ici que nous indiquons comment nous souhaitons réaliser la requête ou ce que nous souhaitons réaliser à chaque fois que la valeur de ce dish change. Donc, ici, c'est dish ID, notre signal. Et dans le loader, nous devons préciser ce que nous souhaitons faire. Donc, dans notre cas, nous souhaitons faire un appel vers un service à chaque fois que la valeur de cet ID change. Donc, nous allons faire appel à ce service. Donc, je vais juste déplacer ces éléments un peu plus haut ici. Donc, l'idée, c'est de faire appel au dish API service et de récupérer les informations du repas en utilisant l'ID que nous avons récupéré ici et dont la valeur est censée changer. Donc, j'avais dit dans la présentation tout à l'heure de la syntaxe qu'il faut éviter de faire ceci. Parce que lorsque nous faisons ça, on peut penser que ça nous permet de récupérer le dish ID et de l'utiliser pour notre récupération de valeur. Et ici, on doit juste convertir la valeur en un nombre. Mais en procédant de cette façon, donc cette valeur sera lue une fois. La première fois qu'on vient sur la page, sa valeur sera dans ce cas égale à la valeur initiale du dish ID qui sera undefined dans ce cas vu que nous n'avons rien précisé. Mais les prochaines fois que
cette valeur va changer. Donc, cette valeur que nous avons ici, elle, par contre, ne va pas changer. Donc, elle ne sera pas réactive. Donc, pour pouvoir avoir cette valeur de façon réactive, donc, il faut passer par le request que nous récupérons ici. Donc, nous allons faire simple dans un premier temps. Lorsqu'on va récupérer la valeur, nous allons juste procéder de cette façon. Dans un premier temps, on ne doit pas faire d'appel ici. On va juste faire un off pour créer un observable. Nous allons faire quelque chose de simple ici. Nous allons juste retourner un observable de null, par exemple. Donc, l'idée, c'est de voir ce que contient le request. Donc, ici, je dois faire l'import. Donc, ici, je vais juste faire un console log de request. Donc, l'idée, c'est juste de voir ce que contient request. Donc, si je retourne au niveau de l'interface, donc je vois que j'ai la valeur qui est affichée qui est égale à 8 ici. Donc, lorsque je retourne là, que je prends non, si je prends un élément ici, donc j'ai la valeur 6 qui est récupérée et on voit que la valeur 6 qui m'est affichée ici provient du console log que j'ai fait ici. On voit bien que cela correspond à la valeur du request et qui correspond à dans ce cas, à la dernière valeur du dish ID ici. Donc, si nous retournons au code, donc cela montre que la valeur que nous récupérons et qui correspond à la propriété request de l'argument qui est passé à Loda ici, cela correspond bien à la valeur que nous avons ici. Donc, ça, c'est la première syntaxe. Donc, il y a une seconde syntaxe qui est également comme ça. Donc, on peut faire également ceci. Donc, on peut écrire ça également comme ça. Donc, si je retourne là, donc on verra que j'aurai le même résultat que tout à l'heure. Donc, j'ai la valeur 6 qui est affichée. Supposons que je vienne là et que je choisis un élément de la liste. Donc, j'ai la valeur 6 et on voit que cela provient de là. Donc, soit nous envoyons directement la référence du signal dépendant, ou soit nous utilisons le contexte de réactivité en passant un callback qui retourne la valeur du signal comme nous l'avons ici. Et c'est cette valeur qui sera récupérée comme request ici. Donc, nous pourrons utiliser la déstructuration ici pour dire que cette valeur correspond pour moi finalement au dish ID. Donc, ça veut dire que c'est cette valeur que je dois utiliser dans ce contexte pour pouvoir accéder à la valeur. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai ici, que je voulais utiliser juste pour montrer ce que contient la valeur de request. Donc, on peut utiliser après cette valeur ici. Et là, il faut juste se rappeler, vu que l'API demande que cette valeur soit un nombre et que nous récupérons la valeur sous une chaîne de caractères. Donc, c'est pourquoi je procède à cette conversion ici. Donc là, il me dit quoi? Que mon default value est null. OK, du coup, ici, nous avons un problème de typage que nous allons fixer. Donc ici, nous allons préciser d'abord le type de la valeur que nous récupérons. Donc dans notre cas, nous récupérons un dish, mais vu que nous précisons ici que la valeur initiale est nulle, donc il va falloir être explicite ici et dire que cette valeur que nous récupérons est dish, mais la valeur initiale est nulle. Donc, la valeur retournée au final sera potentiellement nulle également. Donc dish, ça c'est pour le... Si c'est qu'on n'avait pas le default value ici, on aurait pu faire directement ceci, dish, et la valeur, la seconde valeur, c'est la valeur que nous récupérons ici, la valeur du signal dépendant. Donc c'est un signal qui dépend d'une chaîne de caractères. Okay. C'est un signal qui contient plutôt une valeur qui est une chaîne de caractères. Donc le typage normal, ou par défaut c'est ça, mais vu que nous précisons maintenant le default value, ça veut dire que la valeur que nous retournons est nulle. Donc ça veut dire qu'on doit changer ici le typage pour autoriser le nul également.
Donc cela nous permet de fixer notre typage. Et avec ce code, on indique en Angular qu'à chaque fois que la valeur de ce dish ID change, refait cette requête et retourne la valeur comme étant une ressource et que nous pourrons utiliser plus tard pour gérer l'état dans notre application. Donc là, nous allons juste vérifier. Donc, nous n'avons pas d'erreur ici. Si on vérifie dans la console également, nous n'avons pas d'erreur. Donc la contrainte ou notre target, ce n'est pas juste avoir la resource, mais c'est de l'utiliser pour récupérer les données et l'utiliser pour remplir le contenu de notre formulaire ici. Donc déjà, en se basant sur ce que nous avons, si nous retournons dans la partie network, si je retourne sur la liste, supposons que je clique sur cet élément, le deuxième élément. Donc on voit qu'il y a une requête avec ce que nous venons de faire, qui est une requête qui est effectuée et qui nous retourne les informations sur le produit en question. Donc si je reviens là et que je prends un autre produit qui est falafel par exemple, donc on voit que la requête est effectuée pour nous retourner les informations de falafel. Donc cela, nous l'avons grâce au resource que nous avons ici. Donc l'autre chose à voir ici ou à savoir ici, c'est que dès que nous arrivons sur le composant, la requête est réalisée. Donc une requête est réalisée une fois avec l'information que nous récupérons ici. Donc si cette information était nulle ou que n'était pas renseignée lorsqu'on vient sur la page la première fois, donc la requête se fera avec la valeur nulle ou undefined. Donc c'est un paramètre important à prendre en compte. Contrairement aux observables où il faut souscrire manuellement en faisant un subscribe. Donc ici, la requête est quand même effectuée la première fois qu'on vient sur la page. Et à chaque fois que cette valeur va changer, la requête se refera. Donc là, nous avons notre resource. Donc nous avons dit tout à l'heure que sur les resources, nous avons des attributs qui sont disponibles, qui sont des signaux qui nous permettent de gérer l'état, de récupérer la valeur, etc. Donc si nous retournons dans notre template, donc l'idée déjà, c'est d'afficher le loading lorsque la requête est en cours. Donc ça veut dire que notre isLoading que nous avons ici, il va falloir transformer cela pour que cela ne s'affiche que lorsque il y a la requête qui est en cours. Donc ce que nous allons faire ici, sur les resources, nous avons des propriétés qui sont disponibles pour nous permettre de gérer cela de façon automatique. Donc nous allons juste créer des computed. Donc on va déplacer juste cette valeur quelque part ici. Donc ici, nous allons créer un computed qui va nous permettre de récupérer la valeur qui est disponible sur la ressource que nous venons de créer. Donc on va créer ici notre fonction de dérivation. Donc on va dire ici que nous prenons notre dish resource et que nous souhaitons récupérer les informations de loading. Donc on voit que nous avons une propriété isLoading qui est disponible sur la ressource. Donc ça veut dire que notre isLoading devient un signal et ce signal nous retourne la valeur de la ressource .isLoading. Donc si on fait cela, déjà lorsqu'on retourne dans le template, on voit que nous avons une erreur ici. Donc il faut faire appel maintenant au getter pour pouvoir récupérer la valeur du signal que nous venons de créer. Donc on va voir si cela marche ou pas. Donc j'ai pas le bon formatage ici. Donc on doit avoir quelque chose comme ça. J'ai pas configuré mon prettier pour mieux formater les choses. Donc ici, nous attendons lorsque la requête est en cours de chargement de pouvoir afficher ceci. Donc si on retourne sur la page, on voit que le isLoading est affiché alors que la donnée est déjà récupérée. Donc il y a un problème ici. Si on regarde ça, nous avons notre isLoading qui nous permet de récupérer la valeur. OK, donc ici, il faut récupérer la valeur en question. Donc il faut faire appel au getter en question, vu que les différentes propriétés qui sont disponibles sur la ressource sont des signaux. Donc, si je retourne sur l'interface, donc lorsque j'actualise la page, donc c'est tellement rapide qu'on ne voit pas ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais modifier les conditions de réseau. Donc je vais passer en mode 3G et nous allons refaire la requête. Donc du coup, je viens là. Donc l'idée, c'est juste de faire traîner un peu la requête pour pouvoir voir le loader. Donc je fais ceci, édition.
Donc, on voit que le loading apparaît jusqu'à ce que la requête soit récupérée. Donc, venant de traiter ainsi le cas du loading, donc nous allons traiter également le cas du error. Donc, si nous retournons ici, donc pareil comme pour le cas du loading, pour pouvoir connaître l'état de l'opération en cours. Donc, Eris Resource nous fournit, ou bien les ressources nous fournit également d'autres propriétés pour savoir s'il y a une erreur qui s'est produite lors de la requête ou pas. Donc ici, nous allons récupérer encore une fois la valeur que nous avons ici. Donc au lieu de faire ceci, nous allons encore une fois créer un computed qui va nous permettre cette fois-ci de récupérer les informations d'erreur. Donc ici, nous allons récupérer les informations sur l'erreur. Donc on va nommer ça comme ça. Donc je vais dire que je prends ma ressource. Donc Eris. Et dessus, je vais récupérer l'erreur. Donc je peux récupérer l'erreur de cette façon. Donc ce que je peux faire ici, c'est d'afficher dans un premier temps l'erreur. On va voir à quoi cela ressemble, peut-être réaliser un formatage dessus. Donc j'utilise cette valeur après dans mon template au besoin. Donc ici, je vais dire s'il y a une erreur, donc c'est un signal actuellement, donc je fais appel à ça. On voit ce que ça donne. Il me dit quoi? Que c'est un signal, ok. Je vais juste ici faire return true. Ok, donc l'idée dans un premier temps, c'est juste de voir ce que ça contient et voir si nous devons appliquer un formatage dessus ou pas. Donc il s'agit de résultats de requête HTTP. Donc ce que je vais faire ici, je vais restaurer les conditions réseau. Ok, et ensuite je vais juste faire une erreur ici. Donc je vais retourner au niveau de l'API et provoquer une erreur. Donc, je vais changer au niveau de l'API ici l'URL pour qu'une erreur se produise lorsque la requête de récupération de la valeur va se produire. Donc, si je viens ici, donc on voit que la requête a échoué et lorsque je retourne dans ma console, donc je vois que j'ai des informations sur l'erreur et cela représente le console log que j'ai fait ici. Donc, si je retourne dans la console et que je regarde ici, donc je vais dire, je peux me baser sur ça pour euh, faire mon formatage et afficher les données ici. Donc, moi, dans mon cas, je vais juste dire ici, donc si je retourne au niveau de mon erreur, euh, ici, donc je vais dire simplement ici que si l'erreur en question est instance de HTTP response, que dans ce cas, je souhaite récupérer le message d'erreur et l'afficher. Donc, si nous retournons ici, on voit que le message d'erreur est disponible sous forme de message ici. Donc, je vais simplement retourner ici, error.message. Donc, dans le cas contraire, je vais retourner le message qui est le message par défaut. Donc, je vais retourner ceci. Donc, on va retourner sur l'interface et voir ce que ça donne. Donc, l'idée derrière ça, c'est que lorsque j'ai une erreur HTTP, donc j'affiche le message qui est disponible sur l'erreur, c'est-à-dire ce qui est retourné par le serveur. Sinon, je retourne le message par défaut qui est fail to load des data. Donc, si je retourne ici sur l'interface, donc on voit qu'il me dit que la requête a échoué et qu'il n'a pas pu trouver l'URL en question, que l'URL en question n'existe pas. Donc, ça veut dire que lorsqu'on aura un cas d'erreur, c'est le résultat qu'on aura sur l'interface. Donc là, maintenant, je peux restaurer mon service ici.
Donc, si on retourne sur l'interface, donc il me dit fail to load error. Pourquoi? Fail to load data. Ok, j'ai dit ici. Lorsque je récupère la valeur, ok. Ok, donc il me manque juste un if ici pour dire que je traite tout ça seulement lorsque il y a une erreur. Donc, je fais ceci. Je récupère les informations sur le error et je l'utilise. Ok. Sinon, si je vais simplement retourner nul comme ça. Donc, si je retourne au niveau de mon template, donc j'ai dit ici que lorsqu'il y a une erreur, affiche l'erreur. Donc, dans le cas où cette valeur sera nulle, rien ne sera affiché sur l'interface. On retourne là. Donc, on refait les tests. Lorsque j'arrive sur la page, je regarde dans la partie network, je vois que l'information est bien récupérée, puisque je ne l'affiche pas pour le moment. Lorsqu'on change les conditions réseau et qu'on se met en 3G, lorsqu'on fait la même chose, je fais Edit, donc on voit qu'il y a le loading qui apparaît. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de gérer le cas du patch du formulaire, c'est-à-dire le fait de pré-remplir le formulaire avec les données que nous récupérons. Donc, pour récupérer la valeur qui est contenue dans les ressources, donc on dispose d'une propriété value pour pouvoir réaliser cela. Donc, dans notre cas, nous souhaitons récupérer cette valeur et la mettre dans dish, dans le dish que nous avons ici. Donc, je vais juste déplacer encore une fois ces éléments juste après ici. Donc, au lieu d'avoir la valeur nulle comme ça, donc je vais créer encore une fois un computed pour pouvoir récupérer la valeur et l'utiliser. Donc, il faut noter que c'est ma façon de faire les choses, de créer des états dérivés à partir des états initiaux. Et vous pouvez faire directement appel à ceci directement dans le template. Donc, c'est une façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de passer par les computed, mais perso, je trouve que c'est une bonne façon de faire, de créer des états dérivés en utilisant les computed directement ici. Donc ici, nous allons juste faire encore une fois appel au dish resource et récupérer la valeur. Donc je profite pour montrer les autres propriétés qui existent sur une ressource. Donc nous avons le error que nous avons déjà vu. Le hasValue, c'est pour vérifier si la valeur est disponible, une valeur est disponible ou pas. Donc lorsque l'opération est en cours, donc le hasValue va retourner false si aucune valeur n'est encore disponible dans le résultat final. Donc, loading, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure pour pouvoir gérer les chargements. Le reload, c'est pour recharger ou refaire l'opération en question. Le set, c'est pour pouvoir modifier la valeur de la ressource manuellement. Le status, il contient des énumérations pour nous indiquer si la donnée est en cours de chargement, si c'est chargé, etc. On pourrait également utiliser le update pour mettre à jour la valeur de façon immutable. C'est-à-dire que lorsque nous souhaitons faire une mise à jour en fonction de la valeur précédente, on peut utiliser le update. Et nous avons en fait la propriété value qui nous intéresse, nous, qui nous permet de récupérer la valeur contenue dans la ressource. Donc, après avoir effectué cette modification, il nous suffit de changer la valeur du dish ici en passant la bonne valeur au formulaire. Donc, le formulaire était déjà créé de sorte à prendre comme paramètre la valeur du dish. Donc, nous avons récupéré la valeur en utilisant les resources. Nous avons récupéré la valeur ici et nous la passons juste au formulaire pour que le formulaire soit pré-rempli avec cette nouvelle valeur. Donc, si nous retournons au niveau de l'interface, donc on a une erreur ici. Et l'erreur a disparu, c'est en cours de chargement. Donc, on restaure les conditions réseau. Donc, je refais le test. Donc, si on retourne au niveau de la liste et qu'on prend, par exemple, faux et que je fais édition, donc on voit que nous avons faux qui est vietnamien et qui a la valeur 13. Donc, nous avons faux vietnamien et la valeur 13. Donc, on vient ainsi d'utiliser
les ressources pour pouvoir faire les requêtes, pour récupérer les informations, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on récupère les informations à partir de l'ID que nous avons récupéré au niveau de la route, qui est sous forme de signal. Et à chaque fois que cette valeur change, nous déclenchons la requête et nous utilisons la valeur récupérée pour remplir le tableau que nous avons ici. Donc, on fait un autre test. Donc, on voit que tacos également, la valeur est bien récupérée et est renseignée dans le tableau. Donc, si nous faisons un récapitulatif rapide de ce que nous avons vu, donc nous avons vu que les resources nous permettent de déclencher des actions en fonction de la valeur d'un signal dépendant, qui est la request, et nous pourrons effectuer des opérations asynchrones, soit ces opérations sont basées sur les promesses, dans ce cas on utilise resource, ou soit l'opération est basée sur les promesses, on utilise sur les observables, dans ce cas on utilise RIS resource, comme c'est le cas ici. Donc si c'est comme vous voulez réaliser par exemple utiliser le fetch à la place ici pour pouvoir réaliser nous-mêmes la requête en supposant que nous avons un fetch, que nous utilisons le fetch ici. Donc le fetch, ça retourne une promesse. Donc en supposant que nous lui passons les informations pour pouvoir réaliser la requête par nous-mêmes, ça veut dire qu'ici, on doit utiliser à la place resource. Mais dans les applications, c'est rare qu'on tombe sur des applications où nous utilisons les promesses. Donc c'est pourquoi je me suis principalement focalisé sur le cas des RIS Resources. Mais vous pouvez faire la même chose au cas où vous avez une application qui se base sur les promesses ou que vous avez une opération qui se base sur les promesses, vous pouvez utiliser Resource à la place de RIS Resource. Et lorsqu'on crée la ressource, elle nous donne accès à certaines propriétés nous permettant en même temps de gérer le chargement de l'opération en cours, l'état de l'opération en cours, si c'est en cours de réalisation ou de chargement ou pas, de gérer également l'erreur, de savoir si la donnée est disponible ou pas avec le hash value et de récupérer la valeur en utilisant le value. Donc dans notre cas, nous avons utilisé le computed pour pouvoir récupérer les valeurs ou dériver ces différentes valeurs et les utiliser ensuite dans notre template pour gérer l'état de notre page. Donc avec l'exemple ici, nous n'avons pas vu le cas du reload, mais en supposant que nous souhaitons, que nous avons un bouton par exemple qui nous permet de refaire la requête ici. Donc on aurait pu faire appel au reload dans une méthode qui est disponible ici. Donc il faut savoir que les resources nous donnent accès donc si je prends 10 resources, donc nous avons une propriété reload qui nous permet de refaire la requête en se basant sur la dernière valeur qui est disponible pour le signal en question lors de la création que nous avons fait ici, sur la dernière valeur du request que nous avons ici. Nous n'avons pas vu ce cas d'utilisation, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire en supposant que vous êtes sur une page où vous réalisez des suppressions d'éléments et que juste après la suppression, vous souhaitez rafraîchir l'interface. Donc, vous pouvez utiliser le reload dans ce cas pour pouvoir récupérer votre liste après la suppression des éléments. Donc, voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur les resources et RIS resources à travers ce cas pratique. Mais il faut noter que ces API sont encore en mode expérimental, donc sujettes à des changements. Donc potentiellement, nous ne le savons pas pour le moment, mais peut-être que ces API vont devenir stables dans la version 20 d'Angular. On ne sait pas pour le moment. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sur le HTTP Resource, qui est une ressource spécialisée permettant de réaliser des requêtes HTTP en réaction au changement de valeur d'un signal. Donc, vous avez remarqué que tout à l'heure, nous avons utilisé derrière lors de la création de notre ressource ici, nous étions passés par un service qui est le API service qui injecte le HTTP client pour pouvoir effectuer derrière les requêtes. Afin d'éviter de faire cela, pour ne pas avoir à chaque fois injecté le HTTP client, ce qui est un peu verbeux. Donc l'équipe Angular a ajouté également dans la version 19 du framework une ressource spécialisée qui est le HTTP resource
auquel nous pourrons passer directement l'URL que nous avons ici et qui nous permet de faire la même chose que les resources, mais spécialement dans le cas des requêtes HTTP. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir le travail que je fais et d'encourager également le travail que je fais. D'ici là, portez-vous bien.